dépasser l'entendement. En plus, on raisonne en concentration. La concentration, c'est la quantité divisée par le volume. Pour une même quantité, plus le volume est faible, plus la concentration est grande. D'accord? Et évidemment, là, la quantité est faible de sang. Chez un prémat, c'est une petite crevette qui a un tout petit volume de sang. Donc la concentration explose. Et lui, il a dit, voilà, ces enfants qu'on essaie de ramener à la vie, on les empoisonne pour la vie. Alors il a lancé une opération en 2012 qui s'appelle l'opération Hôpitaux Zéro Phtalate. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est-à-dire, voilà, on va remplacer tous les cathéters, toutes les poches à sang, par des poches à sang, des cathéters qui n'ont plus de phtalate. Moi, en 2012, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça va faire un effet boule de neige magnifique. Ça a fait flop, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec Charles Sultan, je ne l'ai pas revu depuis longtemps, mais je ne sais pas pourquoi ça a fait flop, mais ça a fait flop. Voilà, peut-être qu'il ne le sait pas non plus lui-même, j'en sais rien. Autre surprise également, c'est que les phtalates, vous les avez également dans les jouets des enfants. Et moi, je ne vais pas beaucoup dans les rayons de jouets, parce que j'ai pas d'enfants, puis que j'y vais des fois pour les enfants des autres. Hein, parce que j'aime bien offrir chez les enfants des autres des jouets qui font du bruit. Hein, parce que c'est les enfants des autres. Moi, je ne veux pas ça. Voilà. Et donc, je vais de temps en temps, et quand je vais dans les rayons de jouets, j'y vais des fois exprès pour ça d'ailleurs, pour voir s'il n'y a pas mentionné vraiment garantie sans phtalate. Alors c'est souvent écrit en anglais phtalate free. Phtalate free, ça veut dire libre de phtalate, enfin sans phtalate. Voilà. Donc, et je regarde et je ne le vois pas. Et j'en suis d'autant plus surpris qu'un jour j'ai rencontré, dans le cadre, parce que je suis un des parrains de Génération de Cobaye, et un jour, donc Génération Cobaye, ce sont des jeunes hein, qui ont monté cette association. Il faut avoir moins de 30 ans pour être membre. Donc je ne peux être que parrain. Mais, et comme je suis un de leurs parrains, ils organisent de temps en temps des manifestations et où ils invitent des gens qui ont des initiatives intéressantes pour essayer de trouver des alternatives, etc. Et un jour, on m'invite, on est dans un restaurant et je rencontre plusieurs jeunes personnes qui créent des start-up, voilà, mais avec des idées novatrices. Et là, je tombe sur une jeune femme qui, elle, est de Normandie et fait des godemichés en bois. Bon, je ne sais pas comment ça marche, mais je ne sais pas si c'est efficace, mais elle me dit, Monsieur Vélo, allez voir dans les sex shops et vous verrez que c'est un argument pour les sex toys. Le moindre godemiché, le moindre petit canard vibrant, c'est phtalate free. Moi, quand j'aime bien vérifier par moi-même, et qu'un scientifique aime bien aller sur le terrain, je suis allé, j'ai fait une quinzaine de sex shops à Pigalle, et je vous promets, je ne vous raconte pas de conneries, vérifiez vous-même. Le moindre godemiché, le moindre canard vibrant, c'est phtalate free. Alors, si c'est possible pour les jouets pour adultes, pourquoi c'est pas possible pour les jouets pour enfants? D'autant plus que l'enfant, il passe la journée avec son jouet. Et l'adulte, avec son sextoy, j'imagine qu'il ne passe pas la journée. Et l'adulte est beaucoup moins vulnérable vis-à-vis des perturbateurs endocriniens que ne l'est l'enfant. Donc c'est incompréhensible. Mais c'est comme ça. Voilà, ça c'était les phtalates. Vous avez les phtalates, j'ai oublié, on les trouve aussi dans les cosmétiques. Et ça pénètre par voie cutanée. Ensuite, il y a les parabènes. Parabènes que l'on trouve également dans les savons, dans les cosmétiques, rouges à lèvres, etc. Donc ça, ce sont également donc, des perturbateurs endocriniens qui pénètrent par voie cutanée. Vous avez quelque chose qui ne va peut-être pas vous parler a priori, c'est un gros mot, ça s'appelle les PBDE. C'est les polybromodiphényléthers. Bon, un gros mot. Mais vous connaissez tous les PBDE. Ce sont les retardateurs de flamme. Vous savez l'odeur de neuf dans une bagnole? Ben, c'est les retardateurs de flamme que l'on a sur le tableau de bord, sur les garnitures de siège, sur les garnitures de portière. Ça m'en dit, ça sent le neuf. C'est les retardateurs de flamme. C'est une obligation des compagnies d'assurance. Mais j'ai appris qu'il y a des gens qui vendent des voitures d'occasion et pour faire croire qu'elle est en très bon état, qu'elle est encore neuve, ils remettent des PBDE dedans pour que ça sente le neuf. Voilà. Mais les PBDE, il y en a partout.
Il y en a partout. Il y en a sur les revêtements, vous en avez partout chez vous, vous en avez partout. Il y en a partout, partout. Sur le dessus de lit, sur les rideaux, sur les meubles, parce que c'est une obligation des compagnies d'assurance. Il y en a partout, 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 sauf peut-être à la cathédrale Notre-Dame, les retardataires. Voilà. Mais sinon, il y en a partout. Donc, voilà, ça c'est vraiment un problème. Parce que, alors, les retardateurs de flammes, pardon, sont des perturbateurs de la thyroïde. Ce sont des perturbateurs thyroïdiens. Parce qu'en fait, souvent, les perturbateurs endocriniens, ils agissent par mimétisme. Par mimétisme, ça veut dire qu'ils se font passer pour l'hormone. Et alors que l'hormone n'est pas là, et que donc elle n'a aucune raison de faire son travail, puisqu'elle n'est pas là, eh bien, le travail qu'aurait dû faire l'hormone se fait alors que ça ne devrait pas se faire, parce qu'il y a quelqu'un qui se fait passer pour l'hormone. Eh bien, le perturbateur de la thyroïde, le retardateur de flamme, se fait passer pour la thyroxine T3, donc, et vient perturber la thyroïde. Voilà. Donc il y a énormément de perturbations de la thyroïde avec ces retardateurs de flamme, et ça on les a absolument partout, partout, partout. Alors ça, les retardateurs de flamme, c'est des dérivés de bromé. Hein. Il y a du brome, polybromo, qui finit les termes. Donc c'est des dérivés bromés. Vous avez les dérivés fluorés. Le fluor et le brome font partie de la même famille qu'on appelle les halogènes, hein, brome, fluor, chlore. Et donc on a les insecticides, on va y venir, organochlorés. Donc là où il y a du chlore, là où il y a du fluor, là où il y a du brome, il y a souvent de la perturbation endocrinienne. Et vous avez tout ce que vous avez certainement entendu parler des PFAS. Les PFAS, ce sont des dérivés fluorés. Ce sont les agents notamment réfrigérants. Alors, vous en avez dans les unités de réfrigération, dans les armoires à glace, enfin les armoires à glace, les congélateurs pour mettre la glace qu'on mange. Voilà, vous avez les fréons. Alors, il y a beaucoup de fréons qui sont interdits aujourd'hui au profit d'autres molécules, mais ce n'est pas pour des raisons de perturbation endocrinienne. C'est que les PFAS contribuent au réchauffement climatique parce qu'ils provoquent, ça fait partie des gaz à effet de serre. Et donc, quand on interdit un PFAS au profit d'un autre, ce n'est pas parce qu'il est perturbateur endocrinien et qu'on le remplace par un autre qui est moins perturbateur endocrinien, c'est parce qu'il contribue au réchauffement climatique et on le remplace par un autre qui est moins contributeur au réchauffement climatique. Donc, en fait, ceux qu'on remplace, qu'on élimine, ce n'est pas pour les raisons de perturbation endocrinienne. Voilà, donc ces produits perfluorés que l'on trouve sur des revêtements de vaisselle, de poêles, etc. Et on en a partout, il y a plus de 600 molécules répertoriées aujourd'hui de PFAS, donc c'est vraiment un problème. Et on les retrouve dans l'eau du robinet, dans plein d'endroits. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai encore? Bien sûr, les pesticides. La plupart des pesticides sont des perturbateurs endocriniens. Ce sont les insecticides, ce sont les fongicides, ce sont les herbicides. Hein, pesticides, c'est le terme générique, sont des perturbateurs endocriniens. Quand je vous disais, en faisant référence à la définition de Mme Théo Colborn sur le perturbateur endocrinien, que c'est pas seulement une molécule, mais souvent un mélange de molécules. Mais dans le pesticide, c'est le cas. Prenez le Roundup. Le Roundup, c'est quoi? Souvent, les gens disent « Ah oui, le Roundup, le glyphosate ». C'est pas la même chose. Le glyphosate est un constituant du Roundup. Le Roundup, comme tout herbicide commercial, comme tout pesticide commercial, c'est un mélange de plusieurs molécules. Il y a le principe actif déclaré, dans le cas du Roundup, c'est le glyphosate, et puis il y a ce qu'on appelle, ce que certains aiment bien appeler des adjuvants. Moi, j'aime pas trop le terme dans ce cas-là, parce que adjuvant, c'est souvent connoté positivement en disant c'est une molécule qui est neutre, elle est juste là pour aider le principe actif. Non, ce n'est pas des molécules neutres. La plupart du temps, ce sont des molécules qui vont potentialiser l'effet du principe actif, mais qui vont avoir elles-mêmes un effet intrinsèque. Et dans le Roundup, il y a des molécules beaucoup plus toxiques que le glyphosate. Je ne suis pas en train de dire que le glyphosate est une molécule gentille, loin de là. Mais il y a des molécules, par exemple, qui sont 250 fois plus perturbatrices endocriniennes dans certains Roundup que le glyphosate. C'est le cas de l'APG, du POEA, par exemple, qui sont 250 fois plus perturbateurs endocriniens que le glyphosate. Eh bien, les pesticides, donc, la plupart sont des perturbateurs endocriniens. Alors, c'est la plupart des herbicides, la plupart des insecticides, la plupart des fongicides. Alors, vous avez bien, pour parler de l'actualité avec la loi du plomb, les néonicotinoïdes. Les néonicotinoïdes, avec notamment le fipronil là, qui vient d'être réautorisé, les néonicotinoïdes, c'est typiquement, ce que je disais tout à l'heure, perturbateurs endocriniens et nerveux. Ils sont responsables, par exemple, du fait que les abeilles ne retrouvent plus le ruche
une fois qu'elles sont chargées de pollen, parce qu'on a perturbé leur GPS interne, leur système d'orientation. Donc, notamment, mais pas seulement. Voilà, eh bien, c'est les néonicotinoïdes. Vous avez le chlordécone. Le chlordécone, qui est un perturbateur endocrinien aux effets masculinisants, et qui est responsable, c'est reconnu aujourd'hui, de l'explosion des cancers de la prostate en Guadeloupe et en Martinique, parce que c'est beaucoup utilisé par les bananaculteurs, parce que le chlordécone est un insecticide pour lutter contre le charançon du bananier. Donc voilà, et vous avez, je pourrais en citer des cinquantaines, ils sont quasiment tous perturbateurs endocriniens. Vous comprenez que quand on s'intéresse à des OGM qui accumulent des pesticides, on ne peut pas faire autrement que s'intéresser à la problématique des perturbateurs endocriniens, parce que ça veut dire que ce qui s'accumule dans la plante, c'est aussi des perturbateurs endocriniens. Voilà, vous avez les dioxines qui sont rejetées par les incinérateurs de déchets. Vous avez, quoi encore, je vais en oublier, mais vous avez certains métaux lourds, comme notamment le plomb, le mercure, le cadmium, sont des perturbateurs endocriniens. Alors le cadmium, où est-ce qu'on est exposé le plus au cadmium? C'est dans le tabac à fumer. Parce que la plante tabac est capable de pomper le cadmium avec une très forte efficacité dans le sol. Et pourquoi il y a du cadmium et d'autres métaux lourds dans le sol? Parce que les pesticides en contiennent. Donc les sols sont gavés de métaux lourds. Et le tabac est capable, c'est une plante détoxifiante pour certains métaux lourds, elle est capable de pomper, le tabac, la plante tabac, est capable de pomper le cadmium avec une forte efficacité. Donc on retrouve du cadmium à très forte dose dans le tabac à fumer. Et ça fait en particulier très mauvais ménage avec les oestrogènes, donc avec les hormones féminines, et notamment une femme qui prend la pilule et qui fume, il y a un effet synergique, c'est la double peine entre les deux. Un effet synergique, il y a un effet de mimétisme et de compétition également entre cadmium et œstrogène qui fait que ça perturbe complètement tout ce qui est œstrogène dépendant. Voilà. Et voilà, donc je dis souvent, quand je m'adresse à des professionnels de santé, qui repartent souvent frustrés parce que les professionnels de santé sont des gens pragmatiques qui aiment bien avoir des solutions de terrain à mettre en œuvre facilement, normal. Et là, on n'a pas de solution miracle à leur proposer. Mais je dis souvent, si vous avez une patiente qui envisage une grossesse ou un couple qui envisage une grossesse, déjà il y a des choses à faire, parce qu'on va voir que la période de grande vulnérabilité, c'est la période embryonnaire et fétale, donc il y a des choses à faire à ce côté-là. Et puis une jeune femme qui veut prendre la pilule, si elle est fumeuse, si elle est motivée pour prendre la pilule, c'est peut-être le bon moyen de la persuader qu'il faut arrêter de fumer maintenant. Parce que si elle est jeune, déjà arrêter de fumer c'est toujours bien, mais quand on est jeune, on est moins addict que quand on a 40 ou 50 ans. Parce que ça fait 40 ou ça fait 30 ans qu'on fume, 20 ans ou 30 ans qu'on fume. Et donc, une jeune personne, c'est plus facile. Et donc, peut-être d'en profiter pour lui dire, là, c'est le moment d'arrêter de fumer, parce que ça fait vraiment mauvais ménage. Ça, tout le monde ne le sait pas, donc c'est vraiment important de le préciser. Mais je vous rassure, il est possible d'arrêter de fumer facilement, mais très facilement, en faisant du cheval. Donc, il faut un cheval. Voilà. Mais le cheval, c'est un bon moyen d'arrêter de fumer. Vous faites du cheval, vous arrêtez de fumer. Vous savez pourquoi? Parce que pataclope. Bon, il faut se détendre. Non, mais bon, c'est tellement pas drôle qu'il faut bien plaisanter. Voilà. Donc voilà, alors ma liste n'est pas exhaustive des perturbateurs endocriniens, il y en a encore beaucoup d'autres, mais déjà elle est assez longue comme ça, donc je ne vais pas en rajouter. Mais vous voyez que nous sommes entourés de perturbateurs endocriniens, on en a énormément. Alors on parlera en finale de mon exposé, peut-être sur des solutions, alors pas des solutions miracles, mais comment peut-on faire pour minimiser ou se protéger au mieux. Voilà, donc je vous parlerai de certaines plantes qui sont très efficaces dans son intérieur pour pouvoir absorber un certain nombre de ces perturbateurs endocriniens qui sont relargués dans notre maison, et notamment pour protéger notamment les plus vulnérables qui sont les enfants. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi ces molécules sont-elles autorisées? Si elles sont si dangereuses, si c'est si compliqué, pourquoi sont-elles aussi facilement autorisées? Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'une molécule est mise sur le marché, ou il y a une demande de mise sur le marché, elle doit passer des tests de toxicologie qu'on appelle la toxicologie réglementaire. Cette toxicologie réglementaire,
déjà, elle est très mal faite pour des poisons classiques, mais elle n'est pas du tout adaptée aux perturbateurs endocriniens. Pourquoi? Parce que les perturbateurs endocriniens sont des molécules qui ont des caractéristiques bien spécifiques qui font qu'elles échappent aux mailles du filet de la toxicologie réglementaire. Pourquoi? La toxicologie réglementaire, on va voir les propriétés des perturbateurs endocriniens et vous allez mieux comprendre après pourquoi ces molécules, de par leurs propriétés, échappent à la toxicologie réglementaire. Un perturbateur endocrinien, première propriété, n'a pas les mêmes effets en fonction de la période de la vie à laquelle on est exposé. Quand vous êtes exposé à un poison classique, la mort au rat, que vous ayez 6 mois ou 90 ans, ça fait mourir. D'accord? Un perturbateur endocrinien, non. Selon la période de la vie à laquelle vous êtes exposé, vous n'aurez pas la même gravité des effets. Et la période de plus grande vulnérabilité, j'en ai déjà parlé, c'est la période embryonnaire et fétale. Ça a été démontré pour plein de perturbateurs endocriniens. Par exemple, les effets sur la thyroïde, qu'on l'on observe en général chez des femmes adultes, c'est parce que la petite fille, qui n'était pas encore petite fille peut-être, mais qui était embryon ou fœtus, a été exposée pendant la totalité de la durée embryonnaire et fétale. C'est la période de grande vulnérabilité. Les problèmes sur les ovaires chez les jeunes filles, c'est parce qu'il y aura eu une exposition qui aura eu lieu dans les 4 derniers cinquièmes de la grossesse. Pourquoi? C'est la période de la grossesse où se mettent en place les précurseurs des ovules qu'on appelle les ovogonies. Vous savez qu'une petite fille naît avec son stock d'ovules, contrairement à nous les garçons, qui ne sont pas avec nos stocks de spermatozoïdes, on les fabrique tout le long de la vie, enfin de la puberté jusqu'à la fin de la vie. Mais les petites filles naissent avec un stock d'ovules et en libèrent un, voire 2, mais tous les 28 jours de la puberté à la ménopause. Et donc la période de vulnérabilité en termes d'exposition, je ne parle pas en termes de période de manifestation des effets, en termes d'exposition, la période de vulnérabilité pour les effets, les perturbateurs endocriniens qui vont provoquer des effets sur les ovaires, c'est les 4 derniers cinquièmes de la grossesse, d'accord? Donc des 9 mois de gestation, même pas, je ne parle pas pour la maman, je parle pour le futur bébé, et de la puberté à la ménopause, ça c'est assez logique, d'accord? Donc vous voyez qu'en fonction du perturbateur endocrinien et en fonction de la période à laquelle on est exposé, on n'aura pas les mêmes effets. Je parlais la thyroïde, les retardateurs de flamme. Les effets sur la thyroïde, c'est le résultat d'une exposition sur la totalité de la grossesse. Oui. Donc, ça veut dire que s'il y a une chose à faire, c'est de limiter l'exposition au moins pendant les 9 mois de grossesse. Alors, on va voir comment on peut limiter cette exposition, quels conseils on peut donner à une future maman, à une jeune femme qui est enceinte, donc pour limiter les dégâts. Voilà, donc on n'a pas les mêmes effets en fonction de la période dans laquelle on est exposé. Ça, c'est une caractéristique des perturbateurs endocriniens. Une autre caractéristique, c'est que vous avez des effets à faible dose. Souvent on dit, ah oui, mais la dose n'est pas élevée. Non, mais ça n'a rien à voir. Parce qu'avec un perturbateur, vous savez, on connaît la formule de Paracels, qui dit c'est la dose qui fait le poison. C'est-à-dire que plus vous êtes exposé à une dose importante, plus les effets sont violents. Ça, c'est vrai avec la mort au rat, avec un poison classique. Ça fait mourir, mais si vous êtes exposé à une grosse dose, ça fait mourir plus vite, qu'à une petite dose. D'accord? Avec un perturbateur endocrinien, ce n'est pas vrai. Une exposition récurrente à une faible dose peut être beaucoup plus méchante qu'une exposition ponctuelle à une forte dose. Et donc, ça, c'est une caractéristique bien particulière également. Une autre caractéristique des perturbateurs endocriniens, c'est que, c'est-à-dire que si vous faites pour un perturbateur endocrinien la réponse effet-dose, avec un poison classique, vous augmentez la dose, vous regardez les effets augmentent avec la dose, vous avez une droite croissante. Avec un perturbateur endocrinien, vous pouvez avoir une courbe en cloche ou une courbe en U. C'est-à-dire que les effets peuvent augmenter avec la dose, passer par un pic, puis diminuer avec la dose. Les effets peuvent diminuer avec la dose, passer par un creux, puis augmenter avec la dose. Courbe en U. Vous savez combien de doses on teste dans la toxicologie réglementaire? Vous avez une idée? 2. Or, par 2 points passe toujours une droite. Si vous prenez 2 doses qui donnent les mêmes effets, parce que vous êtes pour une dose dans la partie croissante de la courbe et pour l'autre dose dans la partie décroissante au même niveau, ça fait une droite horizontale. Ben on dit, regardez, on a augmenté la dose, il ne se passe rien.
Et si vous êtes dans la partie décroissante de la courbe et que vous augmentez, prenez 2 doses dans la partie décroissante, vous augmentez la dose, les effets diminuent, vous dites super, mangez-en beaucoup. Et donc là, c'est une caractéristique des perturbateurs endocriniens. Une autre caractéristique, c'est que les effets ne sont pas immédiats. Vous avez les effets différés. Parce que quand je dis que la période de plus grande vulnérabilité, c'est la période embryonnaire et fétale, ça veut dire que ça ne veut pas dire forcément que ça se voit à la naissance. Ça ne veut pas dire forcément que l'enfant va se mordre l'oreille à la naissance. Non, ça peut ne pas se voir, ça peut se voir. Il y a, je le disais, des malformations génitales, l'hypospadias, la cryptorchidie, l'hypotrophie testiculaire. Voilà, donc il y a des choses qui se voient à la naissance. Il y a des malformations utérines, il y a la distance anogénitale. La distance anogénitale, c'est la distance qui sépare l'anus du clitoris pour les petites filles ou de la base des testicules pour les garçons. Cette distance anogénitale, elle est modifiée, souvent diminuée, je crois, hein, les médecins, moi, 2 médecins dans la salle, je crois qu'elle est souvent diminuée chez les enfants qui ont été exposés dans le ventre de leur maman des perturbateurs endocriniens. C'est un marqueur d'exposition intra-utérine, la perturbation de la distance anogénitale. Donc oui, il y a des choses qui se voient à la naissance, mais souvent ça ne se voit pas. Ça se manifeste à la puberté ou plus tard, ou chez les enfants de ces enfants. Et donc, c'est des effets différés. Et des effets tellement différés qui sont parfois transgénérationnels. C'est-à-dire que c'est les enfants des enfants ou les petits-enfants de ces enfants qui sont touchés, ou qui sont touchés eux, alors que les parents ne l'étaient pas ou peu, ou qui sont touchés comme l'étaient leurs parents. Un bon exemple de l'effet transgénérationnel dont vous avez tous entendu parler certainement, c'est l'effet distilbène. Les enfants distilbène. Vous savez, le distilbène, c'est une molécule qui a été donnée à des femmes qui avaient tendance à faire des fausses couches dans les années 50, 60, 70. Ça a été 170 000 femmes traitées en France dans cette période-là. Ça a été 4 millions de femmes traitées dans le monde. Et ces femmes ont eu un certain nombre de garçons et de filles. Et parmi ces garçons et ces filles, il y a eu des malformations génitales chez les garçons, chez les filles. Il y a eu des cancers des testicules chez les garçons, des cancers du vagin et de l'utérus chez les filles. Et puis, malgré tout, un certain nombre de ces garçons et de ces filles ont réussi à faire des enfants et ont eu des enfants qui ont présenté les mêmes problèmes que leurs parents, que leurs grands-parents. On est allé jusqu'à 4 générations, parce que les femmes qui ont pris du distilbène dans les années 50, 60, 70, elles sont, pour certaines d'entre elles aujourd'hui, arrière-arrière-grand-mère. Donc on attaque la 4e génération. En tout cas, ce qui est clair, c'est que sur les 3 premières générations, on a vu que le problème se retrouvait de manière permanente, enfin de manière identique. La 4e génération est en cours d'étude, mais probablement ça va se passer encore de la même manière. C'est le fameux phénomène de mémoire fétale dont je parlais tout à l'heure. Hein, donc voilà, ça c'est les effets transgénérationnels. Et puis vous avez les effets cocktails. Les effets cocktails, c'est le fait que dans un mélange, comme un pesticide, vous n'avez pas un perturbateur endocrinien, vous en avez plusieurs, et que ces perturbateurs endocriniens, parfois, en se cumulant, vont avoir un effet supérieur à la somme des effets de chaque molécule pris individuellement. Un effet synergique. Et donc ça, évidemment, c'est extrêmement impactant également. Eh bien, la toxicologie réglementaire, pourquoi elle ne permet pas de détecter tout cela? Je vous ai dit, première chose, c'est pas la première que j'ai dite, mais j'ai dit qu'on n'avait pas... bien sûr, une autre caractéristique, j'ai oublié, très importante. Avec un perturbateur endocrinien, vous n'avez pas les mêmes effets chez les hommes et chez les femmes. Surtout quand ça touche les hormones sexuelles. Évidemment, ça n'a pas les mêmes effets chez les hommes et chez les femmes. Eh bien, dans la toxicologie réglementaire, ils font des études chez des rats mâles et chez des rats femelles. Quand ils n'ont pas les mêmes résultats chez les mâles et chez les femelles, ils en déduisent que ce n'est pas lié à la molécule que l'on teste, mais à la variabilité naturelle des rats. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est ce qui s'est passé pour l'évaluation des OGM. Pas les mêmes effets chez les mâles et chez les femelles, circuler, il n'y a rien à voir. Or, les OGM sont gavés de pesticides qui sont des perturbateurs endocriniens. Donc c'est justement, et c'est pour ça que Serralini s'était beaucoup intéressé à ça, c'est qu'il s'est dit c'est justement les signes d'une perturbation endocrinienne. Donc voilà, donc ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que dans la toxicologie réglementaire, quand les effets ne sont pas proportionnels à la dose, on dit circuler, il n'y a rien à voir. Ce n'est pas lié à la molécule que je teste. Or, avec un perturbateur endocrinien, les effets ne sont pas proportionnels à la dose. Dans la toxicologie réglementaire, on fait soit de la toxicologie aiguë, qui dure 3 mois sur des rats adultes, soit de la toxicologie chronique, qui va de la naissance à la mort du rat, c'est-à-dire 2 ans, la durée de vie d'un rat, donc chez les rats, de la naissance à la mort.
Mais en aucun cas, on observe les effets pendant la gestation. Or, c'est la période de plus grande vulnérabilité, donc vous passez à côté des effets les plus graves. Parce qu'on ne fait pas de tests sur des femelles en gestation. Et comme on ne fait pas des tests sur des femelles en gestation, mais en plus, on n'étudie pas les effets transgénérationnels. Donc en fait, il faudrait faire des tests sur des femelles en gestation, analyser les petits de la naissance jusqu'à la mort, pour voir les effets différés, et entre-temps les faire se reproduire pour voir les effets transgénérationnels. On ne le fait pas. Donc on passe systématiquement à côté. Et les effets cocktails, alors parlons-en. Les effets cocktails, il suffit que le principe actif déclaré d'un pesticide soit autorisé pour que le pesticide le soit. Il suffit que le glyphosate soit autorisé pour que toutes les formulations d'herbicides à base de glyphosate le soient. Donc, les effets cocktails, on n'en tient pas compte. Or, il n'y a aucun agriculteur et aucun jardinier du dimanche qui pulvérise du glyphosate pur. Il pulvérise un mélange à base de glyphosate. C'est pour ça que, j'arrête pas de le dire, mais je ne sais pas si je suis entendu, arrêtons de dire non au glyphosate. Il faut dire non aux herbicides à base de glyphosate. Parce que quand on dit non au glyphosate, Monsanto est content. Et quand Monsanto est content, moi je suis inquiet. Pourquoi il est content? Parce qu'il suffit de remplacer le glyphosate par autre chose. Il y aura le même cocktail de merde autour. Et comme il n'y a que le principe actif qui a été évalué, il l'a fait, hein. Un jour, il y a quelqu'un qui m'appelle chez moi, qui me dit « Monsieur Vélo, il y a du Roundup bio à Carrefour, est-ce que c'est normal ?» Biocontrôle, ils l'ont appelé en plus, un malin, ils l'ont appelé biocontrôle. En fait, ils ont remplacé le glyphosate par de l'acide acétique, du vinaigre, qui vend à prix d'or. Mais ça fait mourir la plante quand même, pourquoi? Ben parce qu'il y a plein d'autres molécules dans le mélange que le glyphosate qui font aussi mourir la plante. Pas que la plante, mais la plante elle meurt plus. D'accord? Donc voilà, effet cocktail, effet transgénérationnel, effet différé, pas les mêmes effets en fonction de la période d'exposition, effet non proportionnel à la dose, effet différent selon les sexes, toutes ces caractéristiques font que le perturbateur endocrinien passe à travers les mailles du filet de la toxicologie réglementaire et est extrêmement facilement autorisé. Voilà un petit peu la situation dans laquelle on se trouve. Et donc c'est une situation bien sûr absolument dramatique parce que il faut savoir que les perturbateurs endocriniens, je vous disais qu'ils avaient une grande stabilité. Alors les bisphénols, j'ai dit c'est 2-3 semaines, c'est pas les plus stables. Mais ah oui, parmi la liste des perturbateurs endocriniens, il y a une liste, enfin une famille que j'ai oubliée tout à l'heure, c'est les PCB, encore un gros mot, les polychlorobiphéniles. Les PCB, on les trouve, donc je suis désolé, je reviens un petit peu en arrière, hein, les familles que j'ai citées tout à l'heure, je l'ai oublié, mais les PCB, c'est des molécules qui sont interdites depuis 1987, je crois. Vous allez me dire, alors pourquoi on en parle encore? Pourquoi on en parle encore? Parce que vous connaissez la stabilité des PCB? C'est les plus stables des perturbateurs endocriniens. Les PCB les plus stables ont une demi-vie de 2700 ans. C'est-à-dire que dans 2700 ans, il restera la moitié de ce qui a été déposé dans les années 80. Dans 5400 ans, il en restera 25%. Vous voyez? Donc là aussi, on prend soin des générations futures. Et les PCB, où est-ce qu'on les trouve? Les PCB, c'est des produits qui ont cette particularité ils ont des propriétés électriques très intéressantes qui en font des super isolants. Donc c'était utilisé dans les transformateurs, etc., électriques, dans les condensateurs, mais ils ont aussi d'autres propriétés qui en faisaient des molécules intéressantes pour les cols de papier peint, pour les peintures en bâtiment. Et donc tout ce qui a été peint ou ce qui a été collé avant 1987, je dis si vous achetez une vieille maison et que vous voulez enlever la tapisserie ou poncer la peinture, mettez des masques surtout. Les PCB ça passe à travers les pores du masque, mais comme c'est porté par les poussières, au moins en arrêtant les poussières, vous limitez les dégâts. Les PCB, il y en avait partout. Et les peintres en bâtiment et tous les gens qui utilisaient les PCB, ce ne sont pas les seuls, ils avaient leurs outils, etc. Ça partait dans les eaux de ruissellement, dans la nappe phréatique, dans les rivières, dans la mer, avec un effet de dilution considérable. Quand vous dosez les PCB dans la mer, souvent vous êtes en dessous du seuil de détection, donc vous ne les voyez pas. Mais ils sont là, parce qu'ils sont très stables, ils sont toujours là. Et les poissons, eux, les filtrent et les concentrent.
Et le gros poisson qui mange le petit, à la dose du petit qu'il a mangé s'ajoute la dose qu'il a lui-même filtrée. Et au bout de la chaîne, il y a qui? Il y a nous. Donc quand on mange du poisson, inévitable, on a notre dose de PCB. Alors que faire? Parce que c'est quand même bien manger du poisson, enfin il y a des vertus à manger du poisson. Eh bien, il faut varier les sources, parce que toutes les eaux ne sont pas polluées exactement de la même manière. Donc, soit des poissons de rivière, soit des poissons de mer, pas les mêmes zones de pêche, pas toujours des gros poissons gras, parce que ce sont des molécules, je ne l'ai pas dit non plus, mais les perturbateurs endocriniens sont des molécules solubles dans les graisses, lipophiles. Et donc, elles vont s'accumuler dans le tissu gras, d'accord? Et donc, notamment chez nous, elles vont s'accumuler dans notre tissu gras, et notamment dans notre cerveau, qui est du tissu gras. Parce qu'elles sont capables de passer la barrière qui protège notre cerveau, qui s'appelle la barrière hémato-encéphalique. Elles sont capables de passer à travers et donc elles s'accumulent dans notre cerveau. Et donc quand on mange un gros poisson gras, comme du saumon, c'est clair, on a nos doses de PCB. Et donc les PCB, je vous disais, 2700 ans. Donc vous voyez bien que le problème, c'est que même si on arrête de faire les cons aujourd'hui, le problème ne sera pas résolu pour autant, mais au moins ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas arrêter de faire les cons quand même. Mais vous voyez que c'est vraiment important de voir que nous sommes cernés. Je ne dis pas ça pour vous saper le moral. Je dis ça parce que mieux on est averti, mieux on est armé pour se protéger. Alors pour terminer, quoi faire pour se protéger? Difficile, comme je le disais à un instant, il n'y a pas de solution miracle. D'accord? Mais quand je m'adresse à des médecins, je dis souvent, si vous avez une femme qui est enceinte, une femme ou un couple qui envisage une grossesse, c'est vraiment de limiter l'exposition pendant la période de plus grande vulnérabilité, qui est la période embryonnaire et fétale, donc pendant les 9 mois de grossesse. Pour limiter l'exposition, déjà, éviter les aliments avec des pesticides, donc il faut manger bio. Au moins pendant les 9 mois de grossesse, si les gens ne sont pas convaincus de manger bio, au moins qu'ils le fassent pendant les 9 mois de grossesse. Et puis, il faut éviter les cosmétiques pendant les 9 mois de grossesse, pour éviter les parabènes et les phtalates qu'il y a dans les cosmétiques. Alors, comme les femmes font souvent aujourd'hui des enfants de plus en plus tard, elles ont encore plus envie souvent de prendre des cosmétiques, parce que voilà, pour l'élasticité de la peau, etc., ce qui peut s'entendre. Mais à ce moment-là, bon, il existe des gammes de cosmétiques garantis sans phtalates, sans parabènes. C'est souvent plus cher, mais voilà, mais pour faire vraiment limiter l'exposition à ces produits pendant les 9 mois de grossesse. Alors par exemple, limiter l'exposition aux retardateurs de flamme, ça c'est compliqué, parce que vous en avez partout chez vous. Et je pense souvent, par exemple, je vous disais que la période de vulnérabilité pour l'exposition aux perturbateurs endocriniens, c'est la période embryonnaire et fétale. Je prenais l'exemple des perturbateurs de la thyroïde, donc les retardateurs de flamme. Eh bien, ces retardateurs de flamme, où est-ce qu'on les trouve? On les trouve partout, sur le dessus de lit, sur le canapé, sur les rideaux, etc. Et les femmes qui ont une grossesse compliquée, qui ont une grossesse difficile, elles vont devoir rester 4 ou 5 mois chez elles pour finir leur grossesse, et le plus possible allongées. Donc elles vont rester sur leur lit ou sur le canapé à lire, regarder la télé. Ça veut dire qu'elles vont être intimement exposées pendant cette période aux perturbateurs de la thyroïde. Et ça c'est intéressant parce que, c'est intéressant, si je puis dire. Je ne sais pas si c'est la seule explication pour l'explosion des troubles de la thyroïde, mais moi j'ai été interloqué par des vétérinaires de ville, donc qui ont leurs clients, si je puis dire, ce sont des gens qui leur apportent essentiellement des chats et des chiens. Et deux vétérinaires ont fait la même réflexion, alors qu'ils ne se connaissent pas entre eux, c'était dans 2 régions de France différentes. Ils ont un taux de problème, une explosion de troubles de la thyroïde chez les chats. Or, on sait à quel point le chat se love dans les parties les plus douillettes de la maison, sur le petit coussin, sur le canapé, etc., sur le dessus de lit. Et ça veut dire que le chat qui dort 18 heures par jour, il est en contact permanent avec ces perturbateurs de la thyroïde. Et donc, je ne sais pas si c'est l'explication, mais je suis très content parce que j'ai une étudiante qui est venue me voir il y a quelques temps, quelques 2 ans, 3 ans, je ne sais pas où elle en est aujourd'hui, pour laquelle j'avais fait une lettre de recommandation. Elle voulait intégrer Veto, elle a réussi le concours Veto, et elle m'a recontacté un peu plus tard pour me dire: Monsieur Vélo, je cherche une idée de thèse, et comme ce sont des thèses bibliographiques, des thèses de médecin ou de Veto, je lui ai dit: mais ce serait intéressant de faire une enquête
voir avec les vétos, faire une enquête si vraiment il y a une différence, par exemple, entre les chats de gouttière ou les chats d'intérieur sur les problèmes de thyroïde et voir si c'est vraiment une statistique vérifiée ou si c'est juste une intuition. C'est mieux quand c'est démontré et quand il y a des chiffres à la clé. Voilà, je sais pas, alors elle a trouvé l'idée très bonne, a priori elle est partie là-dessus, mais elle m'a pas recontacté, donc je ne sais pas quel est le résultat de l'étude et si l'étude a vraiment été faite. Mais voilà, donc vous voyez qu'il y a des choses à faire. Alors ça c'est difficile de dire, ben, vous êtes enceinte, limitez les retardateurs de flamme. On peut toujours limiter la voiture neuve, hein. Ça c'est toujours bien, et d'éviter d'acheter une voiture d'occasion qui sent neuf, ça c'est toujours bien, mais par contre elle ne pourra pas éviter les retardateurs de flamme chez elle. Mais elle peut éviter les pesticides, en mangeant bio pendant au moins les 9 mois de la grossesse, elle peut éviter les cosmétiques, et puis sur le poisson, vraiment de varier les sources de poissons et d'éviter les gros poissons gras. Voilà, il y a un certain nombre de mesures comme ça qui peuvent être prises. Et puis dans l'intérieur de la maison, vous avez des plantes. Alors vous pouvez taper sur un moteur de recherche perturbateur endocrinien, plantes détoxifiantes, vous allez voir. Il y a un certain nombre de plantes qui sont capables d'absorber un certain nombre de... Il y en a un dont je n'ai pas parlé, mais qu'on trouve beaucoup dans l'intérieur de la maison. Le résorcinol. Le résorcinol, il est associé à une molécule qui s'appelle le formaldéhyde, c'est-à-dire le formol. Le formaldéhyde, ce n'est pas un perturbateur endocrinien, mais c'est un cancérigène mutagène reprotoxique, c'est déjà pas mal. Hein. Et il est associé à un perturbateur endocrinien qui est résorcinol. Et où est-ce qu'on trouve ça? Dans tous les bois agglomérés. Vous voyez, dans les bois de l'immeuble agglo, les parquets flottants, les plinthes, etc. Vous en avez partout. Et donc, et ça, c'est relargué toute la journée dans la maison. Alors, on finit par s'y accommoder parce qu'on ne le sent plus, hein, on ne le sent pas. Et alors, évidemment, il y a une chose à faire, c'est d'aérer tous les jours sa maison, même l'hiver, au moins un quart d'heure, d'aérer toutes les pièces. Ça, c'est très très important. Alors évidemment, vous allez me dire, celui qui habite sur le périphérique à Paris, il faut qu'il choisisse entre les particules fines et les perturbateurs endocriniens, mais il faut quand même le faire, c'est vraiment important. Et puis, il y a les plantes vertes, et notamment, vous savez, dans les chambres d'enfants, c'est les enfants les plus vulnérables. Et dans les chambres d'enfants, c'est souvent là, même pour les gens qui ont un peu plus de moyens et qui ont des vrais meubles en bois, ils ont souvent des meubles en kit ou en agglo pour les enfants, parce qu'un enfant, ça grandit vite, et donc le lit, il faut le changer souvent, donc on ne met pas un lit en kit, Ikea ou autre. Très bien, ouais. Le problème, c'est que c'est l'enfant qui est le plus vulnérable, et c'est lui dans lequel on va mettre ce type de meuble éventuellement. Donc là, il y a des plantes, alors vous avez la fougère de Boston, par exemple, l'azalée, certains ficus, qui sont, mais si vous tapez sur un moteur de recherche, vous allez les trouver, hein, ce sont des plantes qui absorbent le formaldéhyde et le résorcinol avec une extrême grande efficacité. Alors je sais que chez les enfants, il faut faire attention, hein, on ne peut pas mettre n'importe quelle plante, il ne faut pas que l'enfant puisse mettre les feuilles à sa bouche, etc. Mais moi j'ai été contacté par des municipalités qui, dans le cadre des crèches municipales, veulent essayer de voir quoi faire pour protéger les bébés dans les crèches, et également des entreprises qui ont leur propre crèche et qui essaient qui prennent conscience et qui disent qu'il faut faire quelque chose pour protéger les plus jeunes, les bébés. Et donc il y a des choses qui peuvent être faites pour détoxifier son intérieur. Donc voilà, ce n'est pas des mesures miracles, hein, mais c'est des choses, quand on est informé, qui peuvent limiter les dégâts. Et puis, il y a une chose que nous pouvons tous faire, hein, eh bien, c'est signer la pétition contre la loi du con, c'est se battre de manière générale pour interdire toutes ces merdes, et tous ceux qui, pour reprendre et paraphraser Benoît Biteau, en votant la loi du con, votent pour le cancer. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre attention.